Bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir sur RTI 1, les institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français sont en assemblée générale à Abidjan. Une délégation a été reçue par le président Alassane Ouattara. Les échanges lors de cette rencontre au palais présidentiel ont porté sur la gouvernance des finances publiques dans les États membres de l'association. Dans le domaine du foncier urbain, un nouvel outil vient simplifier la transformation digitale. Un aéronef doté d'équipements de haute technologie destiné à l'acquisition de photographies aériennes ayant pour mission de survoler le Grand Abidjan et aussi Assini en vue de collecter des informations précises sur le foncier. Dans la région du Gor, 4 localités de Grand-Guibérois et de Galébré ont été connectées au réseau électrique national. Un projet supervisé et dirigé par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour permettre aux populations locales de développer leurs activités économiques. Et puis un bref tour de l'actualité internationale avec notamment le Mali qui somme l'ambassadeur de France de quitter son territoire sous un délai maximum de 72 heures. Merci de vous informer ce soir encore sur RTI 1. Aujourd'hui, lundi 31 janvier, une délégation de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français a été reçue par le président Alassane Ouattara. Les membres présents ont pu échanger avec le chef de l'État sur la gouvernance des finances publiques des États membres. Voyons tout cela avec Awa Touré. Une délégation des membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la 9e Assemblée générale de leur organisation. Délégation conduite par le président de la Cour des comptes, Kavali Diomandé, président de cette association. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la 9e Assemblée générale qui ont débuté ce matin et que vous avez rehaussé en acceptant qu'elles soient placées sous votre parrainage s'étendront sur 2 jours. C'est pour nous à la fois un devoir et un plaisir de vous rencontrer pour vous présenter nos civilités. Vous remercier de l'oreille attentive prêtée aux activités de notre association et recueillir vos sages conseils. L'Association des institutions de contrôle francophone entend promouvoir et favoriser dans les États membres les bonnes pratiques de gouvernance des finances publiques. Nous avons vocation à développer les échanges entre les institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Mais les enjeux de la francophonie se mêlent aussi à la proximité de nos positionnements institutionnels. Notre Assemblée générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Nous avons dû faire face à une modification profonde de nos méthodes de travail et je crois pouvoir dire sans fausse modestie que nous y avons fait face avec agilité et dynamisme. C'est en grande partie grâce au leadership assuré par la Cour des comptes de Côte d'Ivoire que nous avons pu atteindre ces résultats. Le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux et honoré de recevoir cette délégation avant de relever l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États. La Cour des comptes est un élément de coopération entre nous. Nous avons une organisation juridique bien au point. Et moi, je me réjouis donc que vous soyez en Côte d'Ivoire et que l'UMOA nous a demandé de créer une Cour des comptes indépendante et séparée. Et surtout, je voudrais vous féliciter, M. Kambali, pour l'excellent travail que vous faites au niveau de la gouvernance. Considérez aussi que des institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif sur la gestion des budgets. C'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. Créée en 1994, l'Association des institutions supérieures de contrôle francophone est un réseau de 43 institutions de contrôle des finances publiques des États francophones.
Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire assure la présidence de l'institution depuis 2018, à l'issue de l'Assemblée générale de Niamey, au Niger. Cette association reçue par le chef de l'État tient en ce moment même à sa 9e Assemblée générale à Abidjan. La rencontre s'est ouverte ce matin. Le contrôle de la dette publique et aussi la mise en œuvre des objectifs du développement durable sont les deux thèmes principaux sur la table des échanges. Herman Guivet. Ouverture ce lundi de la 9e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Placé sous le parrainage du président de la République Alassane Ouattara, représenté pour l'occasion par le chef du gouvernement Patrick Hachi, cette 9e Assemblée générale de l'AIS-CCUF se tiendra autour de deux thématiques, le contrôle de la dette publique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Autre contribution enregistrée à cette cérémonie d'ouverture, celle de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes française. Ce cadre d'échange qui se tient du 31 janvier au 1er février 2022 sur les bords de la lagune Ibrié offre aux participants une bonne occasion de renforcer leur capacité sur les thèmes arrêtés. La pratique pour les institutions supérieures de contrôle de se mettre ensemble, d'échanger leurs pratiques, ça leur permet d'être rassurés dans leurs pratiques, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont utilisées par les autres et ça permet de s'enrichir des bonnes pratiques des autres. On est 77 participants, chacun a une gestion différente de gérer la dette de son pays. C'est très bénéfique de pouvoir participer à cette assemblée afin de pouvoir échanger avec nos autres pays, surtout des pays africains. C'est ça qui me fait plaisir. C'est un espace pour les francophones, pour les Africains et pour le continent africain. Mesdames et messieurs les membres des délégations prenant part à l'Assemblée générale, je voudrais vous dire à tous et à chacun le plaisir de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire de vous accueillir dans la fraternité de notre communauté professionnelle. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est réjoui de la tenue d'un tel événement en Côte d'Ivoire, saluant surtout la portée des échanges et réflexions qui seront émis dans le but de faire avancer les objectifs fixés par l'association. L'organisation de cette rencontre pourra, par la qualité des échanges, formuler les propositions institutionnelles innovantes pouvant contribuer au renforcement des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'ensemble de notre espace francophone, concourant ainsi à la place particulière qui est la sienne dans le concert mondial des nations. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde un intérêt absolument stratégique au renforcement de la bonne gouvernance, levier essentiel de l'accélération de notre développement et de la transformation de notre économie au cours de la prochaine décennie. En effet, sans administration efficace, transparence, utilisant rationnellement et pertinemment la richesse nationale produite, cette vision ne pourra se réaliser à la pleine mesure de nos ambitions et celles du peuple ivoirien. Et si, comme en Côte d'Ivoire, la loi confère aujourd'hui aux institutions supérieures de contrôle les moyens juridiques et institutionnels adéquats pour leur mission, je me réjouis que votre association, qui adhère aux valeurs de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, INTOSAI, soit un cadre d'optimisation de cette mission par le renforcement constant de leurs pratiques techniques et éthiques, comme le souligne le préambule de vos statuts. J'ai l'honneur de déclarer, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouverte la 9e Assemblée générale de l'AIS-CCUF et souhaite plein succès aux travaux ainsi lancés. Devant la crainte manifestée par les bailleurs de fonds de voir certains pays en voie de développement crouler sous le poids d'une dette excessive, voire insurmontable, il revient aux institutions supérieures de contrôle de veiller aux questions relatives à l'endettement. Au menu de cette première journée, une séance de travail sur le thème retenu par l'Assemblée générale. La deuxième journée fera focus sur la gestion de l'association, le bilan des activités des 3 dernières années, les perspectives pour les 3 années à venir, la situation financière de l'association, enfin, le renouvellement de son bureau. Et on se rend à l'hémicycle. Les 238 députés présents à la session de ce jour à l'Assemblée nationale ont adopté en plénière 6 projets de loi. Des lois déjà adoptées en commission et portant sur les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie et également de la justice.
Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a initié un projet de simplification et de transformation digitale du foncier. Sa mise en œuvre nécessite l'usage d'un aéronef, avion doté d'équipements de haute technologie pour collecter des informations sur le foncier urbain en survolant le Grand Abidjan et Assini pour l'acquisition notamment de photographies aériennes précises. Cheikh Koné. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, voici l'aéronef, un avion de type Aérocommander AC-695 doté d'équipements de haute technologie, dont 2 caméras et un laser de détection. Cet appareil a été affrété pour une durée de 90 jours. Il a pour rôle principal de survoler le Grand Abidjan et Assini en vue de collecter des informations relatives au foncier urbain. En visite dans l'aéronef, le ministre Bruno Nabagné-Koné décline les objectifs du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Avec des objectifs qui sont très précis à terme, c'est réduire très sensiblement les délais de délivrance des actes, c'est de réduire très sensiblement les difficultés auxquelles font face les demandeurs et c'est améliorer sensiblement, là aussi, la sécurité des actes qui sont produits. Donc toutes choses qui, pour nous, sont importantes dans le cadre de la gestion du foncier. Il s'agit pour le ministère de moderniser le système de collecte d'informations et de disposer de bases de données précises et fiables. La mission de cet appareil et des équipes qui sont ici, c'est de couvrir cette zone, de photographier toute la zone de façon très précise, de cartographier toute cette zone pour constituer ce qui va être le socle de gestion ensuite du foncier urbain. Donc cela nous permettra de travailler sur des données réelles, sur des données qui nous appartiennent, sur des données qui pourraient être mises à jour régulièrement. Selon le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ces informations vont constituer une base de données précieuse pour le système intégré de gestion du foncier urbain en cours de réalisation, mais également pour les acteurs de la gestion et de l'aménagement du territoire. Et c'est une technologie qui vise à accélérer et à simplifier le processus pour la délivrance des actes administratifs et sécuriser l'information foncière. On va maintenant s'intéresser à l'orpaillage clandestin dans la région du Boclé. Des orpailleurs clandestins se sont installés avec la complicité de certains chefs de village tout le long du fleuve Sassandra. Du village de Kouaté à celui de Gaoulou, le fleuve Sassandra qui alimente toute la région en eau potable se retrouve exposé à la pollution. Comment ces orpailleurs clandestins opèrent-ils? Quelles solutions pour éviter la pollution de l'eau? Sam Conan. Du village de Kouaté à celui de Gaoulou, tous les villages en bordure du fleuve Sassandra, sur une distance de plus de 90 km, ont accueilli des orpailleurs clandestins. Quelles sont les raisons de l'acceptation de ces orpailleurs dans ces villages? Les orpailleurs sont venus chez nous. Vraiment, on ne les a pas appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Mais quand ils sont venus, ils nous ont demandé vraiment qu'ils devaient nous rendre des services. Bon, quoi par exemple? Bon, la construction des dispensaires, la ouverture des rues, tout et tout. Bon, nous, on a accepté à ce que les gens travaillent avec nous. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de la région du Boclé, les arguments avancés par les chefs des villages ne tiennent pas la route. Et pour cause. Au départ, ils gagnent, on leur donne quelques miettes, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils avancent comme raison que c'est pour construire des dispensaires. Ça ne tient pas la route du tout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Le gouvernement travaille. Aujourd'hui, tous les villages sont éclairés. Le combat de l'eau est en train d'être gagné. Et il y a tout sur les dispensaires, les coulettes de proximité foisonnent de partout. L'orpaillage clandestin pratiqué en bordure et dans le fleuve Sassandra, qui alimente tous les foyers. La santé des populations rurales et citadines est donc menacée. Actuellement, nous avons un souci au niveau des orpailleurs qui sont en amont, qui utilisent le mercure et le cyanure pour traiter les métaux. Mais si rien n'est fait, l'eau que nous prenons dans le Sassandra pour la boisson qu'on traite sera polluée.
Les villages qui ont les forages, les puits et tout ça, eh bien, tous ces puits-là sont alimentés par les fleuves. Et donc, si c'est pollué avec les produits tels que le mercure, le cyanure et tout ça, eh bien, c'est eux-mêmes, les villageois, qui, ma foi, pâtiront. Ils vont consommer de l'eau polluée et ça va complètement entacher leur santé. Le préfet Lamine Koulibaly a mis en mission les forces de défense et de sécurité. Le bilan des opérations menées contre les orpailleurs clandestins s'établit comme suit. Des saisies d'engins et la libération de certains sites. Mais nous remarquons que cela est insuffisant, nettement insuffisant. Les chefs des villages sont convoqués à la préfecture pour une réunion d'explication et de sensibilisation. Ils en ressortent bien informés et sensibilisés sur les dangers de l'orpaillage clandestin. Des engagements sont pris. Nous, en tant que chefs, nous le disons clairement que dans les 48 heures qui suivent, ils vont rebousser chemin, ils vont partir. Il y a une grande partie qui est déjà partie. Maintenant, peut-être qu'il reste 2 dragues. Donc, avec la réunion d'aujourd'hui, quand il est parti, bon, tous ceux qui sont là, ceux qui sont restés là vont partir. Les autorités de la région du Boclé invitent les populations à plus de vigilance dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Un autre fléau contre lequel l'État de Côte d'Ivoire lutte, le coronavirus. Voyons le bilan de ce 31 janvier en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui 23 nouveaux cas de Covid-19 sur le sol ivoirien, 172 personnes déclarées guéries, 0 décès, 1962 cas sont encore actifs dans le pays, 8 973 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 30 janvier 2022. Dans la région du Go, 2 quartiers du Grand Guibérois et du village de Galébré viennent d'être connectés au réseau électrique national. Ce sont en tout 4 localités qui ont ainsi accès à l'électricité et cela vient renforcer les initiatives de développement et de prise en charge sociale des populations vulnérables. Jean-Marc Djadji. Jour exceptionnel pour les populations des quartiers de Tapéagui et de Sokoura dans la sous-préfecture de Guibérois. Ils viennent de se faire connecter au réseau électrique national en présence des autorités administratives de la région du Go. Initiative de la ministre Belmondo Dogo qui permet à ces populations rurales de bénéficier du développement et d'améliorer leur cadre de vie. Avec la lumière qui est venue dans ce nouveau quartier, en tout cas, toute la population est très contente. Une action sociale accompagné par une opération planting d'arbres au profit des villageois. Je félicite Miss Belmondo Dogo pour tout le travail qui est fait, non seulement dans sa circonscription, parce qu'elle est également députée de Guibérois, mais dans toute la région du Go. Dans le village de Galébré, à plus de 20 km de Guibérois, ce sont les habitants des quartiers Sikadjouman et de Koné-Penakili qui bénéficient de l'énergie électrique après plus de 40 ans de difficultés. C'était difficile à avoir l'électricité. Souvent, on prend sur les gens, ceux qui ont des compteurs, et ils nous taxent très lourdement. Et souvent, on payait, à chaque facture, on payait souvent 10 000 francs, 15 000 francs. Tu peux pas, même tu ne peux pas payer télévision. Congélateur, tu ne peux pas. S'il n'y a pas de courant, tu ne peux pas tout faire. Au vu de toutes ces actions, la ministre Belmondo Dogo aspire à traduire de façon efficace le programme social du gouvernement pour le grand bonheur des habitants des sous-préfectures de Galébré et du Grand Guibérois. Leurs actions vont se poursuivre. Les populations ont eu l'électricité. Elles demandent maintenant les compteurs à carte. Nous l'avons fait, cette promesse-là, que ça fait partie du programme social du président de la République. Donc il n'y a aucune raison que nos populations n'en bénéficient pas. Mais pour dire que le programme social du gouvernement s'étend à toutes les régions et Gagnois faisant partie, le Go faisant partie de la Côte d'Ivoire, bénéficie aussi de ce programme-là. C'est plus d'une centaine de milliers de ressortissants du département de Gagnois qui s'engagent à accompagner la politique sociale du chef de l'État, Alassane Ouattara, et à être des acteurs de développement.
On reste dans le Gord, la 120e assemblée plénière de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a refermé ses portes à Gagnoa par une messe solennelle. Les échanges ont porté sur l'école. Le ministre de la fonction publique a assuré de l'engagement du gouvernement à œuvrer continuellement pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko. Pour Monseigneur Ignace Bessi, président de la conférence épiscopale catholique, cette assemblée plénière des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire est une structure où ils se retrouvent périodiquement pour débattre d'un thème. À cet effet, il a invité chacun à prendre sa part dans l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Cette éducation implique l'engagement de plusieurs acteurs à tous les niveaux. Et le premier niveau fondamental, c'est la famille. La famille qui prépare l'individu à entrer en relation avec les autres dans la société. Ensuite, la société prend le relais avec l'école et avec les différentes associations pour que nous puissions construire des hommes complets, corps et esprit, qui soient capables de participer au développement durable de notre pays. Ambroise Kessier, ambassadeur de la paix et fondateur d'école, estime qu'il s'agit d'une participation de l'Église aux États généraux de l'éducation et invite les parents à ne pas abandonner l'éducation des enfants aux seuls enseignants. C'est une réalité. Nos élèves aujourd'hui sont dans ces fléaux-là. La drogue, l'alcool. Un jour au moins, il faut passer à l'école pour savoir si ton enfant est arrivé à l'école. Demandez au moins le cahier de présence pour voir si ton enfant arrive effectivement à l'école. Représentant le Premier ministre Patrick Kachi, le ministre Andésiré Ouloto a dit sa satisfaction d'avoir entendu ces recommandations qui s'inscrivent dans l'action gouvernementale. Des politiques volontaristes sont mises en œuvre depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et je voudrais m'en féliciter, me réjouir et inviter les Ivoiriens à entendre la voix de nos évêques, qui interpellent les familles, qui interpellent la communauté éducative, qui interpellent toutes les populations, y compris les enfants et les élèves. C'est main dans la main que nous pourrons ensemble réussir à inverser la tendance. La prochaine assemblée plénière de la conférence épiscopale catholique se tiendra au mois de mai 2022 dans la province ecclésiastique d'Abidjan. Le Conseil national de la jeunesse du département de Dabou a investi son président. Une rencontre de jeunes qui a permis au ministre de la Promotion de la jeunesse d'inviter les uns et les autres au travail. La région des Grands Ponts bénéficie déjà de 210 millions de financement de projets. Une autre enveloppe de 288 millions est annoncée. Didier Nguessan. Ronald Agnès est le nouveau président du Conseil national des jeunes de Dabou et délégué régional des Grands Ponts. Il est investi et compte travailler à l'autonomisation des jeunes de sa circonscription. Nous, Conseil national des jeunes, porte-parole de toutes les organisations de jeunesse de la région, avons donc décidé de prendre notre bâton de pèlerin afin de réorganiser, encourager et restructurer les actions et activités des jeunes. Fait du CNJCI un outil de développement pour les jeunes, le ministre Emmanuel Essis Esmel souhaite voir sur le terrain non seulement une jeunesse responsable et travailleuse, mais aussi une jeunesse au service de la cohésion sociale. Pour y arriver, il est nécessaire que les jeunes bénéficient d'une très forte et très bonne formation professionnelle, que les jeunes cultivent la paix et le vivre ensemble, que les jeunes développent des valeurs telles que la patience. Pour le ministre de la Promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, il faut prioriser les projets structurants et communautaires pour le financement de projets jeunes. Il y a déjà 211 millions de francs CFA qui ont pu donc être décaissés pour des projets. Il reste 288 millions de francs CFA et nous verrons ensemble comment dans les prochains jours, semaines, ces 288 millions de francs CFA peuvent aller en partie donc dans les projets, mais en partie aussi dans des activités telles que les TIMO, les permis de conduire et autres. Mamadou Touré a fait don d'une enveloppe globale d'1 500 000 francs CFA à toutes les couches sociales des Grands Ponts. Les populations défavorisées de Cocody ont elles aussi reçu des dons en vivres cette fois. Le chef protocole du président de la République fait ainsi ce geste de solidarité afin de permettre à ces ménages défavorisés de vivre dans de meilleures conditions. Astou Touré.
Les familles issues des quartiers défavorisés de Cocody de Plateau ne manqueront pas de quoi se nourrir en ce début de l'an 2022. Un don en vivres, composé de riz, de pâtes alimentaires et d'huile, leur a été octroyé gratuitement par le chef protocole du président de la République, Éric Taba. Vous savez, après les fêtes, les conditions de vie sont très difficiles. Ici, tout est cher. On a l'impression que tous ceux qui sont aux deux plateaux sont des personnes aisées. Un geste de solidarité, de fraternité et de partage qui tombe à pic pour les femmes venues de Colombie, Zo et Agbon Village, sous-quartier des deux plateaux. On est dans les moments difficiles, vraiment. Et puis il a mis la joie dans nos cœurs. Vraiment, nous souffrons. Nos maris, mais on ne les paie pas souvent. Et puis ce mois de janvier, mais qui est dur là même là. En tout cas, je lui dis merci beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça pour nous. En tout cas, ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, c'est un grand geste. Aujourd'hui, ça va permettre à nos familles de manger aujourd'hui et demain. La joie et la convivialité étaient au centre de cette rencontre de promotion du vivre ensemble et du partage. Éric Taba est arrivé accompagné d'une délégation composée d'amis et de membres de sa famille, au nombre desquels Akissi Delta et Thérèse Taba. Éric s'est aimé l'homme. Il a toujours été humble, poli, courtois. Il aime partager, il aime le don de soi, il aime le vivre ensemble. Alors quand vous avez un fils comme ça, partout où il va, vous devez de l'accompagner. Et c'est ce que je fais. Une semaine avant, ce sont les femmes d'Akwedo qui bénéficiaient de la générosité d'Éric Taba à travers des dons en vivres. Une action qu'il entend perpétuer afin de soulager au maximum les populations démunies de Cocody. Environ 2 tonnes de riz ont été distribuées. Le débarcadère de Lokodjo a reçu la visite du représentant en Côte d'Ivoire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. La raison, une formation en cours sur place avec de nouvelles techniques de fumage de poissons via l'utilisation de fours spéciaux pour la transformation. Jean-Luc Mangbo. Des femmes en pleine démonstration des différentes étapes du fumage de poissons sous l'œil attentif de notre groupe au débarcadère Mohamed VI de Lokodjo. Les premières sont issues d'une coopérative de Sassandra venue apprendre auprès des dernières une nouvelle technique de fumage, l'utilisation des fours FAO, FTT, réputés plus saines et plus écologiques. Four FTT là, ce qui est bon dedans, il y a plaque à graisse qui retient la graisse du poisson et puis cendre du bois. Par exemple, dans le four traditionnel, là, quand tu fumes le poisson, la graisse, là, ça tombe dans le feu et puis les cendres, là, ça monte de fois, ça verse sur le poisson. C'est une sorte de voyage d'études que les femmes de Sassandra ont effectué auprès de leurs consoeurs du débarcadère de Lokodjo, ceci pour s'approprier leur expertise. De l'étape traditionnelle qu'on a à Sassandra, on est venu ici pour apprendre ce qui est du four FTT et aller les appliquer à Sassandra. On ne savait pas. Et la pratique ici, c'est très bonne. Elle est moderne, moins coûteuse, pas trop d'inconvénients au niveau de la santé. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, soutient cette initiative. Son représentant a voulu s'assurer de l'appropriation de l'utilisation de ces fours par les femmes de Sassandra. C'est très motivant pour nos partenaires de voir à quel point les femmes sont engagées dans le secteur du mariage et donc de la transformation du poisson. Aussi un gage pour moi d'un investissement futur pour promouvoir la mise à l'échelle de ces fours, non seulement sur le pourtour d'Abidjan où nous travaillons en ce moment, mais aussi sur d'autres zones où il y a vraiment besoin d'un appui. En plus de mettre à disposition des consommateurs des produits halieutiques d'une meilleure qualité et d'œuvrer à la préservation de la santé des marailleuses, les fours FTT contribue également au respect et à la protection de l'environnement. Après le dégapissement des ferrailleurs du site d'Abobo à Nador, la Fédération nationale des artisans ferrailleurs, fêtière des associations de la coopération, dresse un bilan de la situation et fait le point de l'évolution de l'opération. Théodore Zouzou et Godefroy Kambawa. Selon la Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire, ces derniers temps, certaines presses parlent de la résistance des ferrailleurs d'Anador dans la commune d'Abobo, suite à la décision de déguerpissement initiée par les autorités communales. Devant ces informations qu'elle considère comme de fausses allégations, la fédération fait une mise au point. Quand je vois dans les journaux
le bras de fer entre les ferrailleurs et la mairie d'Abobo. C'est de l'intox. Il ne peut pas avoir de bras de fer entre les ferrailleurs et les mairies. La mairie d'Abobo n'a jamais été assiégée par les ferrailleurs d'Abobo. Bien au contraire. Nous avons un devoir de reconnaissance envers la mairie d'Abobo. Ces artisans formulent des doléances. Dans les discussions, on avait dit la ferraille rendue à l'usine, les usiniers devaient nous donner au moins 10 francs au kilo de ferraille rendue à l'usine. Nous sommes dans un secteur où la matière première des unités industrielles, les fonderies, c'est nous qui fournissons. Nous souhaitons que le décret qui sera pris prochainement, qu'on nous prenne en compte. Occasion pour le président de la fêtière des associations des ferrailleurs de Côte d'Ivoire de marquer la reconnaissance de la corporation au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions à leur endroit et au maire de la commune pour son soutien. La fédération, qui compte 30 associations avec 19 sections, s'engage à œuvrer pour la cohésion sociale et participer activement au développement de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, l'Union africaine suspend le Burkina Faso de toutes ses activités et dans le même temps, les autorités de transition maliennes demandent le départ de l'ambassadeur de France dans un délai de 72 heures. Et du côté de la Colombie, cette étonnante saisie de la police, 20 000 noix de coco remplies de cocaïne liquide. Marie-Laure Magnessé et Alexis Ouedraogo. L'Union africaine a annoncé lundi la suspension du Burkina Faso de toutes les activités de l'organisation continentale jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Une annonce du Conseil de paix et sécurité en charge des conflits de l'UA. Vendredi dernier, le pays avait également été suspendu des instances de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le pays. À la mi-journée, Joël Meyer a été convoqué par le ministère malien des Affaires étrangères suite aux propos tenus par Jean-Yves Le Drian ces derniers jours qui ont été jugés illégitimes par les autorités de transition. Les autorités colombiennes ont découvert fin janvier de la cocaïne liquide dans 20 000 noix de coco. C'est en contrôlant un conteneur qui partait à Pougène en Italie que la police a fait l'importante découverte. Merci de rester connecté à l'information via rti.info. À 23h, rendez-vous avec Aboulaye Koné et moi je vous retrouve demain. Bonsoir à tous.